Le premier rassemblement se fit à Worms, sous le prince de Condé. Le plus fameux fut à Coblence, sous les deux frères du roi, dont l'un vint d'Italie, où il avait d'abord pris asile auprès du roi de Sardaigne, son beau-père, et l'autre arriva par Bruxelles en échappant aux arrestations qui firent Louis XVI captif à Varennes. Je fus de l'origine du rassemblement de Worms. Quand j'y arrivai, on était à peine encore 5 ans auprès du prince, dans toute l'effervescence de la jeunesse et la première chaleur du beau. Je curais donc la plus innocente simplicité du cœur. Un chapitre de Bayard était ma lecture, ma prêtre, ma prière de chaque matin. Je m'attendais en atteignant Worms à être tout au moins saisi et embrassé par autant de frères d'armes, mais à ma grande surprise, et ce fut ma première leçon sur les hommes. Au lieu de ce tendre accueil, moi et un compagnon, nous nous trouvâmes tout d'abord questionnés et observés pour assurer que nous n'étions pas des espions. Ensuite, nous fûmes soigneusement étudiés sur l'intérêt, les vœux et les prétentions qui pouvaient nous avoir amenés. Enfin, on prit grande peine de nous prouver et de faire présenter au prince, ainsi qu'on les renouvelait pour chaque arrivant, que notre nombre sacre si beaucoup était passé, sans doute déjà la place et les faveurs qu'il pouvait accorder. Mon compagnon était si choqué qu'il me proposait de repartir immédiatement pour Paris. Nous qui composions le rassemblement dans l'intention d'être utiles ou de nous rendre importants, nous nous placions 3 ou 4 à tour de rôle en espèce de service régulier auprès du prince nuit et jour, car déjà nous ne rêvions que complot d'assassinat dont nous regardions comme puissant et à craindre, étant descendant cette espèce de garde volontaire, nous avions l'honneur d'être admis à la table du prince. 3 générations de Condé en faisions l'ornement, circonstance singulière qui s'est renouvelée avec plus d'éclat. Et l'armée de Condé, où les grands-pères combattaient au centre, tandis que les fils et les petites filles conduisaient la droite et la gauche, où il était blessé, je crois de Dieu, et le même jour. La princesse de Monaco avait suivi le prince de Condé. Il l'a épousée depuis. Mais dès lors, elle gouvernait déjà sa maison et en faisait les honneurs. Nous avons pu entendre à cette table des convives dire et redire au prince que nous n'étions déjà que trop pu entrer en France, que son nom est un mouchoir blanc suffisait, que le toit des Condé allait enfin reparaître, que le cadillon était unique, qu'il fallait le saisir. Et je ne garantirai pas qu'on ne fût venu à bout de suggérer au prince des vous et personnel très intéressé. Worms, par la nature de son rassemblement et le caractère de son chef, montra toujours plus de régularité, plus d'austérité, de discipline que Coblence, où se faisions remarquer plus de mouvements, de luxe et de plaisir. Aussi, faut-il appeler le comte de Coblence la vie ou la cour. La force du rassemblement mesurait l'importance de son chef, ce qui faisait que le prince de Condé ne voyait qu'avec à peine qu'on lui échappa, et se le rappelait longtemps. Je ne courus pas moins à Coblence de qui le acquis une certaine splendeur. J'y avais des parents
des amis, et puis là, se trouvait en plus de lustre, d'agitation et de grandeur. Coblentz se fut un peu de temps au foyer d'intrigues étrangères et domestiques. On pouvait y apercevoir du parti distinct, messieurs avérés, des Jacques et autres. Étions le confident, le conseiller ou le ministre de Messieurs, aujourd'hui Louis XVIII, l'évêque d'Arras, le comte de Vaudreuil et autres étaient ceux de Monseigneur le computatoire. Et dès ce temps-là même, on assurait que ces princes montraient déjà ici distinctement les mêmes nuances politiques qu'ils l'ont prétendu les avoir caractérisées depuis. Monsieur de Breteuil, fixé à Bruxelles et se disant muni des pouvoirs illimités de Louis XVIII, de former un troisième parti et venait encore compliquer nos affaires. Monsieur de Colonne était notre ressource financière, et le vieux maréchal de Broglie et le maréchal de Castries, nos chefs militaires. Le brave et capable Monsieur de Boyer, sorti de France après l'affaire de Varennes, n'avait pu demeurer avec nous et avait suivi le roi Gustave III en Suède. Cependant, l'émigration avait pris un grand caractère. Grâce aux soins employés pour la propager, des agents avaient parcouru les provinces, des avis avaient circulé dans les châteaux. Son tout gentilhomme d'ailleurs se joindre au prince pour concourir avec eux au salut de l'autel et du trône, venger leur honneur et recouvrer leurs droits. On avait prêché une véritable croisade, et avec tout un plus de fruits qu'elle avait frappé sur des esprits disposés à l'entendre. Parmi tous les nobles et les privilégiés, il n'en était pas une seule qui ne se sentit vivement blessé par les décrets de l'Assemblée. Tous y avaient perdu ce à quoi ils tenaient davantage depuis Saint-Louis, qui occupait le plus haut rang, jusqu'au plus petit bureau, car au premier, on avait son titre et ses vassaux, et le dernier. Avez-vous insulté sa tourelle, son pigeonnier? On avait tiré sur les lièvres. Aussi, le mouvement fut aussitôt universel pour se mettre en route. On n'y pouvait manquer sous peine de déshonneur. Et les femmes feront diriger à envoyer des fourceaux à ceux qui demeuraient et certains ou se montraient trop longs, soit dans colère, pusillanimité ou point d'honneur. L'émigration devint une véritable maladie. L'on se précipita avec faveur hors des frontières, et ce qui ne contribua pas peu à le croître. Si que les meneurs de la Révolution poussaient en secret tout en ayant l'air de s'y opposer en public et déclamant vaguement contre elle à la tribune, il est vrai, mais il avait un grand soin de tenir tous les passages bien ouverts. Le zèle venait-il à se ralentir, les déclamations devenaient plus violentes. Elles ont décidé de fermer strictement les barrières, alors ceux qui étaient demeurés en arrière se trouvaient au désespoir de ne voir pas se profiter du moment favorable. Mais accidentellement ou pas négligé, les barrières se rouvriront de nouveau, et on s'y jetait avec empressement pour n'être pas encore pris en défaut. C'est pas ce ménage à droite qu'il semblait aider ses ennemis à se précipiter eux-mêmes dans le gouffre. Les fortes têtes du parti avaient jugé tout d'abord qu'une telle mesure a aidé
encombré des partis hétérogènes qui génèrent le marché et que les biens de tous ces bannis volontaires leur assureront d'incalculables ressources. Les officiers créeront fermeries qui s'esquiver de leur régiment, tandis que les meneurs, de leur côté, faisaient révolter leurs soldats pour les y contraindre. Ils se délivraient par d'ennemis qui les paralysaient et se donnaient donc les sous-officiers au contraire des coopérateurs zélés qui deviendront des héros dont la cause nationale se feront eux qui finiront les grands capitaines et battront tous les vieilles troupes de l'étranger. Il arriva donc que Coblence, un peu de temps, réunit tout ce que la cour en France avait d'illustre et ce que les provinces renfermaient des riches et des distingués. Nous étions des milliers de tout âme, de tout uniforme, de tout rang. Nous peuplions la ville et avions envoyé le palais. Nous réunions de chaque jour auprès des princes semblant tant de fêtes splendides. C'était la cour la plus brillante. Nos princes en étaient les vrais souverains, si bien que le pauvre électeur, fort éclipsé, s'y trouvait partout au milieu de nous. Ce qui porta quelqu'un à lui observer au jeu, faute les amants soit naïveté. Ô finesse d'esprit, qui, dans toute la foule de son palais, il n'y avait que lui d'étranger. Dans les grandes solennités, il est arrivé d'avoir des galas publics et l'on permettait aux notables habitants de faire de la tour de table. Alors nous étions fiers de voir les gens du pays admirer la bonne mine, la tournure chevaleresque de Monseigneur le comte de Troyes. Nous étions orgueilleux de savoir qu'ils rendaient hommage aux connaissances, à l'esprit de monsieur, et il est fallu voir avec quelle arrogance nous semblions promener, pour ainsi dire, avec nous toute l'importance, le lustre de notre monarchie et surtout la supériorité de son chef et l'élévation de nos princes. Sa Majesté, la roi, disions-nous pompeusement dans les cercles allemands en désignant le roi de France, car c'était où se devait être là, selon nous, son titre par excellence pour toute l'Europe, l'Ave Maria, que nous avions reçu d'abord avec acclamation, mais qui, par parenthèse, s'est perdu beaucoup. Parmi nous, en bien peu de temps, avait découvert, nous disait-il, que c'était là son droit et sa prérogative. Veut-on un autre exemple d'exagération?